Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Manhattan, The Beyond et Parlez-nous d'amour. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guy Saint-Cyr, On jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, the Bad and the Ugly, de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je reçois un passionné de cinéma. Il a également co-scénarisé une de nos rares séries d'horreur. On peut le voir à tous les jours à Radio-Canada. Il est aussi présent sur les ondes de Télé-Québec. Sébastien Diaz. Bonjour Sébastien. Salut, c'était le fun. Juste le menu d'introduction, c'était le fun. On dirait d'entendre tous ces films-là mis ensemble, c'est déjà weird. Oui, effectivement. Comme je disais en intro, on te co-doit Terreur 404 Oui. sur tout.tv. On peut le voir, on va se le dire, sur Ici Télé pour une troisième saison, quatrième? Exact. Troisième saison. La dernière saison de format familial est commencée à Télé-Québec. Tu es aussi un des premiers à t'être abonné à mon compte Instagram et à avoir liké à peu près toutes les photos que j'ai mis, donc merci tellement pour ça. Écoute, c'est grâce à moi tout ça, là. Oui, Si t'as oui, maintenant si t'as un empire, c'est grâce à moi. L'empire cinématographique. Avant qu'on rentre dans ta liste, je veux savoir quel film tu regardais quand tu étais jeune. Écoute, ben moi, je suis vraiment là, l'enfant des années 80. Je suis né en 81. C'est parfait pour entrer dans l'âge d'or de la VHS. Mm-hmm. Fait que j'ai vraiment le classique, là, j'étais tout le temps au club vidéo, mais moi, j'étais tout le temps au club vidéo. Puis en plus, il y avait un spécial, 3 films pour 3 piastres, genre, en fait. On en louait 3 par soir, Ouais. avec mon frère en BMX. Tout ça est tellement devenu cliché, mais c'est ça pareil. Un épisode de Stranger Things, finalement, mon enfance. Ouais. Mais bref, j'ai tout. On a écueillé toutes les rangées. Fait qu'évidemment, les classiques, là, les Back to the Future que j'ai dû voir au moins, mon Dieu, je sais pas, plus de 80 fois. Là, je mets souvent des références dans mes émissions, des petites lignes de retour vers le futur. J'aime ça faire ça parce qu'il y a des techniciens qui se reconnaissent, puis là, on est tous bien excités. Mais les prédateurs. Ce serait laquelle ta préférée, ta réplique de Back to the Future que tu essaies de mettre partout? Eh mon Dieu, des fois c'est niaiseux, des fois c'est juste un mouvement comme ça parce qu'on te renverra vers le futur. Des fois c'est des niaiseries de même, mais des fois, je sais pas, l'autre fois, qu'est-ce qu'on a plugué? Ça doit être c'est pour une expérience météorologique. Ça, c'est quand Doc est en train d'installer le truc, puis quelqu'un, un policier qui arrive qui dit ah, vous êtes en train de faire quoi? Mais tu sais, c'est tellement des niaiseries, mais c'est des trucs nichés. Fait que c'est pas le veux-tu ma photo banane? On n'est pas vraiment dans des trucs que personne ne va réaliser que ça vient de retour à le futur. Mais bref, ça, on fait beaucoup de références à Predator aussi parce que ça a bien marqué mon enfance. Predator Commando, là. J'étais le petit cul, moi, Van Damme et Arnold et tout ça. Bruce Willis, fait que, les Die Hard et tout ça. Mais c'est ça, en fouillant dans mon club vidéo, à un moment donné, je me suis mis à. On demandait, tu fais le tour les go-to, les gros classiques. Fait que là, je me suis mis à regarder beaucoup de films d'horreur, c'est ça qu'on louait. Et rapidement, je tombe sur des films de plus en plus weird. Et j'ai réalisé seulement plus tard que c'était tous des films italiens. Fait qu'on s'en reparlera tantôt, quand on parlera de ma liste, mais ça a été mon gros dada. J'ai fait, OK, il y a quelque chose dans ces films-là qui ne ressemble à rien d'autre. Donc, tout le cinéma d'horreur italien, là, j'ai vraiment je suis encore là-dedans. Là. Je suis collectionneur, j'achète encore des Blu-ray parce que c'est évidemment des films que tu ne trouves pas. On commence à les trouver sur certaines plateformes spécialisées, là, genre Arrow, Shudder. Arrow Video, ouais. Ils font une belle job tranquillement là, de curation de ces vieux films-là, mais bref, il faut que tu les achètes. Puis, j'ai même mon lecteur Blu-ray international pour pouvoir acheter des copies d'ailleurs parce qu'il y a des films qui ne sont pas trouvables. Okay. Mais bref, j'ai gardé ça depuis que je suis petit. Je garde encore des VHS, même du club vidéo de mon enfance. Ils ont fermé. J'ai pu aller en acheter, ils ont fait une vente de feu, juste pour les garder avec le petit collant dessus. Ils ont tout donné. Là. Fait que je suis allé en chercher une coupe juste pour me rappeler tout ça. Mais bref, tous les classiques des années 80, mais beaucoup le cinéma italien. Ouais. C'était quoi le nom du club vidéo? C'est dans quelle région? C'est à Saint-Hubert et c'était le club vidéo VN. Okay. Fait que je leur dois, en fait, pour vrai, presque pas ma job, mais ma passion pour la culture. C'est vraiment là. Parce que chez nous, on n'était pas plus qu'il faut. Là, je disais, tourner, on n'allait pas voir de spectacle et tout ça. Fait que c'est vraiment là que j'ai fait mon école. J'ai étudié en cinéma après, mais on dirait que quand je suis arrivé en cinéma, mon école était déjà faite. C'était le club vidéo VN et les VHS que j'ai loué en quantité industrielle. On va commencer avec ton premier film qui est Manhattan, film de 1979 de Woody Allen, qui met justement en vedette Woody Allen, Diane Keaton, Marielle Hemingway, Meryl Streep et Michael Murphy.
ça raconte quoi, Manhattan? Ça raconte un peu Woody Allen, hein, comme toujours. On n'est jamais loin de lui. Déjà, à chaque fois qu'on dit Woody Allen, maintenant, je le dis à voix basse. Mais Woody Allen, tu sais, je disais le club vidéo, je lui dois ma carrière, mais Woody Allen, je lui dois ma vie. Malheureusement, j'ai plus le droit de le dire. Ouais. Je perds tous mes héros moi, depuis quelques années. Là, cette semaine, Bob Dylan, mais bref. Ouais, Woody Allen, j'ai eu une grosse passe là, en secondaire 3. Je tombe sur Sleeper, qui était Woody et les robots. Je tombe là-dessus à la télé, je ne connaissais pas Woody Allen. Je pensais que c'était John Lennon parce qu'il y avait des lunettes, j'ai mélangé les deux. Okay. Mais bref, je tombe là-dessus et là, je capote. Fait que là, je me suis dit, je vais tous les voir. Et je tombe donc sur Manhattan. Et là, c'est la révélation. Fait que c'est vraiment, ça raconte beaucoup le côté propre de New York, parce que New York, dans les années 70, c'était rough. Fait que si vous voyez des vieux films d'exploitation des années 70, ça, c'était le vrai New York. Et tu avais le côté Upper East Side, Upper West Side chic de Manhattan et de Annie Hall et de tous les films de Woody Allen. Donc, c'est vraiment une gang de New-Yorkais qui n'ont rien d'autre à faire que de se gratter leur propre petit bobo existentiel puis de s'en faire don avec ça. Puis on comprend en bout de ligne que finalement, s'ils se posent autant de questions sur Freud et sur des gros... Ils s'inventent des problèmes, mais c'est pour pas avoir à faire face aux vrais problèmes de la vie. Finalement, ils veulent juste pas avoir à faire face à des peines d'amour, à la mort. C'est toujours un peu ça, Woody Allen, c'est la fuite dans beaucoup de blabla, dans beaucoup de... Ce qu'on fait aussi des fois dans la vie, c'est une genre de fuite. Donc, c'est un peu ça. Fait qu'on suit le personnage de Woody Allen qui sort, il avait 43 ans, je pense, à peu près, quand il a tourné. Quand il a tourné, dans le film, il dit qu'il a 42. C'est ça. Mais il sort évidemment avec une fille de 17 ans. Ce que Woody, on a réalisé, faisait aussi à l'époque. Je pense qu'il y avait une maîtresse, en tout cas une fille très, très jeune, si vous avez vu le documentaire Infâme sur lui. Mais bref, déjà là, c'est bizarre. Puis là, de le voir en rétrospect, c'est ahurissant, toutes les scènes avec cette fille-là. Mais donc, on le voit lui avec ses amis. Et là, il va tomber en amour avec la maîtresse de son meilleur ami. Fait que là, il y a un genre de chassé-croisé amoureux là-dedans. Il va laisser la jeune de 17 ans. Il va regretter. En tout cas, bref, c'est vraiment les tribulations amoureuses d'une gang d'intello à New York qui s'inventent des problèmes. Pourquoi celui-là plus que, mettons, Annie Hall ou Interiors, d'autres films qui s'inscrivent un peu dans la même veine? Pourquoi celui-là t'a autant marqué? Je pense que c'est le film qui me fait tomber en amour avec New York. Je venais d'aller à New York la première fois, là, voyage d'école secondaire 2, fait que tu le vois en voyage tour guidé et tout ça. Mais là, j'ai vu, on dirait, un autre genre de New York. Et c'est la direction photo. C'est vraiment ça, au début, je me suis accroché quand je suis tombé sur, si vous avez déjà vu le film, il y a une longue introduction d'à peu près 3-4 minutes qui est une lettre d'amour de Woody Allen à New York. Tu as Rhapsody in Blue de Gershwin qui joue. Tout le film est d'ailleurs habillé avec la musique de Gershwin, donc, qui était un New-Yorkais à l'époque, un grand compositeur. Mais bref, c'est vraiment une lettre d'amour à New York. Fait que c'est la direction photo. Gordon Willis, qui a fait plusieurs des films de Woody Allen à cette époque-là, qui a fait Le Parrain, entre autres, qui est peut-être mon directeur photo préféré. Il y avait vraiment une signature juste à lui. D'ailleurs, là, je travaille sur un projet, on essaie de développer un projet de fiction en ce moment, puis mes références visuelles, c'est juste des vieux films de Gordon Willis. Fait que je fais écouter ça à la gang avec qui je travaille, mais bref, il y a une façon d'éclairer. C'était très radical pour l'époque, très peu éclairé souvent. Les personnages sont souvent comme dans Le Parrain, mais dans les films de Woody aussi, sont souvent dans la pénombre. Il met un spot, quand il tourne dehors, des fois, il n'en met même pas. Fait que des fois, tu ne vois pas très bien. Mais il y a quelque chose là-dedans d'un peu sale. Fait que c'est ça, il y a la direction photo, les cadrages hyper étudiés. Tu sais, c'est un film aussi qui, je pense que c'était un des premiers, mais donc il fallait que tu le vois en genre de cinémascope, donc en 16 minutes. Fait que tu avais les bars, je pense même au cinéma à l'époque quand tu le voyais, parce que Woody voulait garder ce cadre-là fait sur le long. Mais bref, c'est ça. Je suis tombé en amour avec ce film-là. Puis, pour moi, c'est une porte d'entrée vers la culture, mais vers la curiosité aussi, parce que dans tous les films de Woody Allen, c'est ça, mais particulièrement celui-là. Tu as 4000 références à la minute. Fait qu'au début, moi, je ne comprenais rien, c'est en anglais. Là, tu essaies de noter, puis là, tu sais, Woody fait une référence à, mettons, Fellini, puis après ça, il va parler d'Ingmar Bergman, puis après ça, il va parler des toiles de Cézanne avec des poires, puis d'une toune de Sidney Bechet. Fait que là, à un moment donné, je m'étais même mis à noter, genre, OK, je vais essayer de tout voir, de retracer chacune des références, tout ça étant pré-Internet. Mais donc, fait que grâce à ce film-là, j'ai découvert Bergman, j'ai découvert, mon Dieu, même Louis Armstrong, certains enregistrements, il en parle dans le film. Mais c'est ça, c'est une genre de cartographie culturelle, ce film-là. Il y a tellement de références que si tu veux tout catcher les jokes, tu n'as pas le choix de faire un peu de recherche. Fais tes recherches. Mais bref, c'est ça. Puis c'est ça dans tous les Woody Allen. C'est ça qui est le fun aussi. Ça te force à être curieux. Si tu veux comprendre, sois curieux un peu, puis va à la bibliothèque à l'époque ou va acheter des livres sur tel. C'est qui tel cinéaste, il en parle 3 fois dans le film, ça doit être important. Mais il y a ça qui est très, très fun. Puis je me suis mis à lire sur New York aussi à l'époque, de voir justement les gens de lutte de classe selon les quartiers. Donc, le quartier de Woody,
c'est pour ça que New York est si propre, tu sais. Mais si tu loues, je sais pas, New York Ripper de Lucio Fulci, 83, 84. C'est autre chose, ouais. Et on est ailleurs, tu sais. Fait que, mais c'est ça. Fait que c'est le fun de. C'est comme une porte d'entrée par ben des affaires. Ouais, c'est à la même époque que The Warriors aussi, là, Oui, que... oui. On est ailleurs aussi. Oui, exactement. Exact. C'est l'opposé de tout ce qui se faisait sur la 40, ben, ce qui se présentait sur la 42e rue à New York, qui était la rue des cinémas Grindhouse, avec tous les cinémas qui, tu sais, ça roulait 24 heures sur 24, tu avais des films crottés. Fait que là, si tu voulais voir le vrai New York, tu allais voir ça. Puis sinon, ben, tu allais au, je sais pas, là, un autre cinéma dans Greenwich, puis tu allais voir Manhattan. Ouais. Mais je l'ai vu à l'époque au cinéma du Parc. Il faisait, je pense qu'il le présentait une fois par mois. Je l'ai vu, j'ai compté mes billets 15 fois. Wow. J'allais le voir, ben, je voulais le voir sur grand écran. Donc, je l'ai vu 15 fois au moins sur grand écran et beaucoup chez nous aussi. Je pense plus que le cinéma du Parc diffuse tant de films de Woody Allen maintenant. Non, mais c'est ça. Même moi, maintenant, là, je les vois, puis ça m'écoeure, mais ça a pollué, évidemment, chacun de mes visionnements. Mais j'essaie de les voir avec ça, avec le recul d'aujourd'hui, malheureusement. Mais il y a beaucoup des films qui ne marchent plus du tout. Tu sais. C'est ça, je me suis tapé hier soir juste pour me replonger un peu. Puis c'est effrayant. C'est effrayant. Mais ce qui est effrayant, c'est que tout le long, je me disais, c'est plate que le film soit aussi bon. Je sais. Parce que, justement, les dialogues, l'ambiance, visuellement, comme tu disais, Gordon Willis a fait un job incroyable. Puis le film a été tourné en couleur, puis ils l'ont désaturé au montage. Donc, je me demande de quoi ce film-là aurait eu de l'air en couleur. Vrai. Ça aurait été aussi beau, ça aurait été aussi bon, mais il y a quelque chose dans le noir et blanc. C'est ça. Il dit même dans le monologue d'ouverture, mais puis moi aussi, c'est resté ça. On dirait que New York, c'est une ville en noir et blanc. Ouais, c'est comme ça qu'il faut la voir. Puis pour avoir vu beaucoup de films tournés à New York, mais même de la vieille époque, des films de Billy Wilder, des trucs comme ça. Pour moi, New York, c'est en noir et blanc. On dirait que j'ai de la misère à la voir en couleur, même si Scorsese l'a mis multicolore ou Spike Lee par la suite. Mais pour moi, New York, c'est celui de Woody. Mais c'est ça, mais j'avais oublié à quel point c'était immoral comme film quand même. Là, il dit, à un moment donné, il y a le personnage de Marielle Hemingway chez lui, puis il lui dit à quel point il l'aime, tout ça, mais hey, si la police débarque, tu diras que t'es ma nièce. Oui, exact. Il sait que c'est pas correct. Mais il dit, c'est pire, ensuite, il dit, c'est ça, si la police débarque, tu dis que t'es ma nièce, mais d'ici à ce qui arrive, ben, je pense qu'on va briser une coupe de records sexuels. Oui! Elle a 17 ans! Elle a 17 ans, c'est épouvantable, mais il y avait une culture à laquelle Woody Allen a contribué et contribué à romancer, mais il y avait cette culture-là du professeur, de l'intellectuel, de l'artiste avec la jeune fille qui était bien en vue, puis on l'a vu au Québec, on l'a vu partout, là. Ben, en fait, oui, puis tu réalises avec le recul, c'était déjà là dans la littérature, ça, c'est une vieille affaire, là, le mentor, cette image. Oui, c'est ça. On la voit partout, l'autre fois, je regardais là, sur Netflix, The Great Movies, je sais pas trop, l'épisode sur Pretty Woman, ça passe plus, là. Je veux dire, c'est la même chose. C'est la même chose, là, c'est une prostituée de Los Angeles, mais puis ça, tu l'as dans plein. C'est comme une base quasiment de la dramaturgie, malheureusement. Ouais. Mais c'est là beaucoup. Fait que oui, il a contribué, mais je pense qu'il est entré dans le flow. C'était ça. Puis en plus, c'est cette époque-là, évidemment. Là, on déboulonne beaucoup les statuts depuis 2-3 ans, mais mon Dieu, je pense qu'on ne fait que commencer. J'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné, je vais ouvrir mon journal le matin, puis là, ça va être. Je sais pas, John Lennon, je ne serais pas surpris, mais un des Beatles, et on va se mettre Bob Dylan récemment, mais Polanski, bon, on n'en finit plus de finir avec cette histoire-là. Bref, tous ces héros-là qui ont raconté des histoires que, quand tu regardes justement, c'est complètement immoral. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'était comme normal à l'époque, on ne se posait pas ces questions-là. Non, vraiment. Je pense qu'on se les pose maintenant. Là. Tout à fait. Je veux savoir aussi, parce que, bon, Woody Allen réfute que c'est sa vie qui met en scène dans ses films. On peut remettre ça en question beaucoup, mais je veux savoir, toi aussi, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le format familial, on te voit avec ta blonde, Bianca Gervais, c'est quoi ta limite de présenter ta vie privée, de présenter ton intimité? Elle va où ta limite à ce niveau-là? Ben, c'est une bonne question. Tu sais, format familial, on joue pas. Je n'étais même pas censé l'animer, moi je ne voulais pas au début. On a eu l'idée, tout ça. Je dis, moi, je vais le réaliser, mais je ne veux pas être à l'écran, puis je ne veux pas qu'on soit le petit couple qui est puis je ne veux pas qu'on le voit en tout cas. Mais finalement, c'est comme on en parle souvent avec. Là, on est à la 8e saison. On dirait c'est nous, mais c'est pas nous. De toute façon, dès que tu es à la télé, tu es une représentation de toi. Fait que plus ça va aussi, on est comme devenus même des personnages. Là, on n'arrête pas de dire qu'on est Tigus et Timous, mais on est dans le sens, c'est nous, mais c'est pas nous. C'est comme des nous de scène. Fait que c'est zéro notre intimité. Là, puis souvent, on se pique dans l'émission, mais c'est tout inventé. Mais on a du fun à faire ça.
Puis sinon, sur les réseaux sociaux, ben, on choisit beaucoup. Moi, mettons, mes enfants, c'est très rare. Là, mon Dieu, si c'est une fois par année, c'est beau. Puis c'est jamais une photo très frontale. Soit sont de loin, de dos. C'est souvent de dos. Fait que, on dirait ça, j'ai mis cette petite limite-là. Fait que c'est ça. Puis sinon, nous deux, écoute, c'est rarissime qu'on fait des entrevues. Il y a des passes, des fois, on nous voit dans plein de magazines. Puis tout le monde dit, on n'a rien fait pour ça. Souvent, ils vont rechercher. Ils vont maintenant beaucoup piger sur nos réseaux sociaux, fait qu'ils vont prendre une citation. J'étais en voyage avec ma blonde. Ils vont faire entre guillemets comme si j'avais donné ça à un journaliste, mais c'est pas moi qui ai dit ça. Fait que maintenant, tu n'as même pas besoin de donner une entrevue, les entrevues se font tout seules. Fait que c'est ça qui est génial. Mais bref, c'est ça, on n'en donne jamais, on fait jamais. Je pense qu'on l'a fait 2 ou 3 fois depuis 12 ans, le clin d'œil, je me souviens, où on a fait la couverture. Fait qu'on s'est dit, bon. Puis on a fait même un deal, est-ce qu'on peut contrôler, entre guillemets, ce qui va être là-dedans. Fait qu'on essaie de contrôler le plus possible. À un moment donné, ben, tu ne peux pas tout contrôler, mais moi, je me détache tranquillement des. Moi, les réseaux sociaux, là, j'en parlais avec des amis hier, si je pouvais que m'informer, moi, à la base, c'est vraiment pour m'informer. Ça me dérangerait plus de ne plus mettre de photos, de plus rien commenter, je m'en fous. Je veux juste, moi, je m'en sers pour savoir justement quel nouveau Blu-ray rare va sortir parce que je suis abonné à tel compte ou quel vinyle, une réédition de quelque chose. Puis là, si tu ne l'as pas vu sur Twitter, tu ne le verras jamais passer. Si ce n'était pas de ça, je pense que je serais capable quand même de me déconnecter complètement. Fait que c'est rendu juste vraiment une source pour moi de références culturelles et d'actualité, évidemment. Ouais. C'est devenu notre journal, que si tu veux, c'est ça. Mais c'est ma source d'infos de geek, beaucoup. Fait que c'est ça, je ne pourrais pas m'en passer à cause de ça, mais sinon, je pourrais très bien. Je suis comme tanné. Pour terminer avec Manhattan, ta scène préférée de ce film-là, c'est laquelle? Oh, mon Dieu, il y en a tellement. Ben, l'ouverture est assez mythique. Sinon, la scène, je me souviens, jeune, qui m'a beaucoup fait rêver, c'est la fin. Donc, il perd sa blonde de 17 ans. Et là, il s'ennuie, puis il est couché dans son appartement, puis il y a un petit enregistreur. Puis c'est comme son journal intime. Puis là, il dit, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Quoique peut-être, il y a quand même des choses qui font qu'elle vaut la peine d'être vécue. Puis là, il se met à dresser la liste de ce qu'il aime dans la vie. Et te dire à quel point j'ai épluché cette liste-là. Puis là, justement, il parle de... mettons, l'éducation sentimentale de Flaubert, l'enregistrement de Potato Head Blues de Louis Armstrong. Là, j'avais tout noté. J'avais réussi à retracer chaque... OK, ça, c'est ça. Puis j'avais lu le petit bout, Flaubert, je n'avais pas embarqué, mais bref. Fait que ça, cette scène-là m'a beaucoup... C'est comme s'il te donne, OK, prends des notes, voici des suggestions culturelles, c'est un peu ça. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette scène. Ton prochain film, on va dans un tout autre registre. The Beyond, film de 1981 du maître du giallo Lucio Fulci. Le giallo qui est le genre gore italien, pour ceux qui se demandent. Ça met en vedette Catriona McCall. Écoute, tu as le droit parce que je pense qu'elle a 8 noms selon les films. Les acteurs changeaient souvent de nom. Fait qu'elle s'est appelée Catriona, Cathy et un autre truc aussi. Il y a aussi David Warbeck, Cynthia Monreale, Antoine Saint-John et Véronica Lazare. Je ne l'ai jamais vu de Beyond. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu la bande-annonce qui en dévoile beaucoup, donc j'ai l'impression d'avoir un peu vu le film. Les bandes-annonces des films d'horreur des années 80 te montraient absolument tout ce qui se passait dans le film. Il n'y a plus de secret à la fin. Mais on est où dans The Beyond? Ben, si vous êtes familier un petit peu avec Lucio Fulci, qui est un des plus prolifiques cinéastes italiens, je pense, peu importe le genre. Là. Il a fait du très bon, du mot que moi je le considère très bon, et du très, très mauvais. Mais c'est un gars qui a commencé comme scénariste même. Il a travaillé il a travaillé avec Léone, il a travaillé avec ces gens-là au début dans l'ombre. Il a tourné beaucoup de western au début des années 70. Il s'est tourné vers le giallo, donc il était un peu le précurseur je le dis, les films de tueurs avec un masque. Des slashers. Des slashers, merci mon Dieu. Et donc, il est un peu le même genre, toujours un tueur masqué. Donc, il en a fait plusieurs comme ça, très stylisés à chaque fois. Toujours des grands compositeurs aussi qui tournaient ces films-là en Italie. Morricone en a fait beaucoup des trames sonores à l'époque avec Lucio Fulci, entre autres. Mais bref, c'est toujours très intéressant. Et là, vers la fin des années 70, il s'est tourné plus vers l'exploitation. Et qu'est-ce qu'on se mettait à tourner beaucoup en Italie pour faire comme les Américains qui venaient de tourner Dawn of the Dead et autres qui avaient cartonné? On s'est mis à faire des films d'horreur un peu salaces. Et les Italiens sont devenus maîtres. Et c'est pour ça que j'aime ce cinéma-là. C'est le cinéma de la décadence. C'est l'extrême, c'est outrancier. Là. Donc, et Lucio Fulci est peut-être un de ceux qui est allé le plus loin là-dedans. Donc, le premier de sa série, c'était Zombie Flesh Eater, le fameux, si vous avez déjà vu l'affiche avec le zombie tout en boîte avec qui pour moi est
la matrice de Walking Dead. Pour moi, ces zombies-là sont les plus intéressants, beaucoup plus que ceux de Romero, moi, je trouve, parce qu'ils sont vraiment répugnants et un peu épeurants. Puis pour moi, quand je vois Walking Dead, je me dis, non, la parenté de ça, c'est pas Romero, c'est Lucio Fulci. Et bref, il s'est mis à faire ça. Ensuite, il a tourné un film. Et là, il s'est mis à tourner des films donc, de morts vivants parce que ses distributeurs disaient, on te donne l'argent, tant qu'il y a des zombies, on s'en fout, raconte ce que tu veux. Et là, il s'est mis à expérimenter donc des films de zombies, mais sortis de l'au-delà il tripait sur des écrivains qui écrivaient un peu en écriture automatique sans trop de logique. Et c'est ce qui répugne beaucoup les gens quand ils regardent ces films-là. Il n'y a aucune logique. Donc, c'est toujours une histoire un peu abracadabrante. On dirait une succession de cauchemars qu'on va coller ensemble. Ça fait une histoire, mais il n'y a pas vraiment de lien. Et The Beyond est peut-être son chef-d'œuvre dans cette série-là. Donc, c'est une fille qui débarque en Nouvelle-Orléans, qui achète un vieux motel qui est abandonné depuis tant d'années, je ne sais pas trop, et qui, en achetant l'hôtel, va ouvrir une des portes de l'enfer qui est dans la cave. Et là, la ville va être sans dessous. Il y a des zombies qui sortent. Il y a un gars qui se fait bouffer littéralement par des araignées. Il y a une petite fille, en fait, elle voit sa mère se faire renverser un pot d'acide sur la face, fait que son crâne se met à fondre. Il y a un zombie crucifié sur l'affiche. Tu sais, c'est comme, on est vraiment over the top. Fait qu'il ne faut pas que tu cherches la logique là-dedans, de un. De deux, il ne faut pas que tu aimes le bad acting, parce que tous les films italiens, pendant plusieurs décennies, étaient doublés. Donc, étaient tournés, mais on se foutait un peu du son. On disait, de toute façon, il faut que ce soit doublé après, parce que je pense que c'est Mussolini qui avait instauré ça. Même des films de Fellini, tout ça, je pense qu'il fallait que ça passe à la censure. Donc, on se foutait un peu du son, il fallait que tout soit écouté après, puis au pire, on pouvait corriger des affaires. Donc, souvent, dans les films de Lucio Fulci, entre autres, les acteurs, quand tu entends leur voix, ce n'est pas leur vraie voix. Il y a des acteurs on n'a jamais entendu la vraie voix de ces acteurs-là, parce que chaque film sont doublés par quelqu'un d'autre. Mais bref, ça fait un bad acting assez solide, scénario tout croche, mais c'est l'ambiance de ce film-là. Il y a quelque chose de vraiment, c'est l'apocalypse, c'est vraiment la fin des temps. Pour moi, c'est mon film préféré de fin du monde. Il y en a des très bons où tu sens qu'il n'y a plus d'espoir. À la fin du film, ça se termine, je ne le dis pas, mais en tout cas, ça se termine dans l'au-delà. Oui. Mais on a souvent vu des scènes dont on imagine l'enfer, à quoi ça ressemble, et ça, pour moi, c'est la plus belle représentation de l'enfer. Dans un genre de désert où il n'y a rien. Ouais. Il n'y a plus de son, donc les personnages essaient de se parler, il n'y a rien. Puis il y a juste des corps enterrés dans le sable partout. Mais c'est magnifique, là. Ça a l'air d'une vieille peinture du Moyen-Âge. Mais il y a quelque chose, c'est ça, dans ce film-là, c'est l'imagerie qui est extraordinaire. Et c'est ma trame sonore, moi, toutes catégories confondues, préférée, que j'ai en 3-4 copies. C'est un gars qui s'appelait Fabio Fridi, qui faisait des commerciaux au début des jingles et tout ça, qui s'est mis à faire beaucoup de musique de films en Italie et tu peux l'écouter dans ton char. C'est de la musique funk, prog, avec du mood, synthétiseur et tout ça. Tu sais, qui n'est pas vraiment épeurante. Il y a des chansons qui font un peu, des musiques qui font un peu horreur. Mais sinon, c'est des tunes de rock progressif puis de jazz fusion. Tu sais. Fait que tu peux écouter ça sans avoir vu le film puis tu tripes. Fait que c'est magnifique trame sonore que j'ai même vu. Écoute, je suis allé jusqu'à New York, j'avais vu, il faisait une tournée avec son orchestre aujourd'hui. Donc, il projette le film et lui, avec l'orchestre, joue en direct. Que j'avoue, j'ai pleuré. Je n'étais pas excité d'être là. J'étais tellement excité. Mais il y a quelque chose dans ce film-là. Mais je l'ai vu en 5e année à mon fameux club vidéo. Puis c'était la pochette qui m'avait. Tu vois des rats, plein d'affaires. Et là, au sommet de ça, tu as un zombie crucifié. C'est ça, j'avais peur de la pochette. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé quand j'ai vu ce film-là. Film que j'essaie de faire voir à mes amis depuis des années. Puis dès qu'il y en a un qui ose le regarder, il ne se rend pas au bout. Parce qu'il trouve ça trop mauvais ou... Ben, justement, il dit, c'est donc même mal doublé. Je vois, mais ça, le cinéma italien en entier, pas mal des années 70 jusqu'à fin 80, c'est comme ça. Mais même The Good, The Bad and The Ugly, c'est ça, là. C'est une traduction de bout en bout. Tu peux le regarder en italien, en anglais, en français. Il n'y a aucune différence. Mais ce film-là, pour moi, était la porte d'entrée vers le cinéma italien, vers la décadence. Moi, c'est les années 70, mettons, États-Unis aussi, c'est ma période préférée parce que pour moi, c'est le cinéma de la folie. Il y a tellement de choses qui se passaient socialement que ça teinte les films beaucoup. Massacre à la tronçonneuse n'aurait pas pu exister, je pense, dans une autre décennie que celle-là. Non, c'est puis c'est le film, pour moi, qui se rapproche le plus de, si on veut décrire le cinéma italien, c'est Massacre à la tronçonneuse. C'est carnavalesque, là, ça va, c'est du grand guignol rendu là. On n'est plus dans le réalisme, c'est over the top. Tout est fort, tout est dans le tapis, tout est sanglant. Puis les Italiens ont fait ça beaucoup. C'est des films moi, que j'aime beaucoup voir. Il y a comme un aspect même anthropologique presque à ça. Puis, la petite histoire de ces films-là est intéressante. Même, ils les envoyaient, mettons, aux États-Unis, sur la 42e rue, justement, pour... ça va être présenté dans tel cinéma. On envoie Zombie de Lucio Fulci.
Mais les gens en salle, ça a l'air, avaient le droit, les propriétaires, de recouper les films. Fait qu'ils disent, moi, cette scène-là, dans mon quartier, il y a des Christians qui accepteront pas de voir un zombie crucifié, on va la couper nous-mêmes. Fait que tu avais des grosses places au milieu du film, puis c'était les distributeurs ou même les propriétaires de salles qui coupaient ces films-là. Donc, à peu près 8 versions, mettons, de Beyond qui existent, avec différents titres en plus à chaque fois. Donc, c'est dur de voir la vraie. Là, moi, je pense que j'ai la version définitive. Là, maintenant, elle est comme acceptée. Mais donc, on coupait des scènes comme ça. Mais tu sais, il y a comme un mythe autour de ces films-là qui m'intéresse beaucoup. C'est le fun de lire sur le cinéma italien. Ouais. L'aspect de la décadence est revenu souvent dans ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu aimes de la décadence j'ai l'impression de ce qui s'écroule? Oui. Ben, c'est pas tant, moi, le dégueu, justement. Le gore, moi, ça me parle pas tant. C'est pas tant ça. C'est la décadence de tout, des idées. D'aller au bout de quelque chose de way out. De se dire, gars, on fait ça, on va aller au bout de ce trip-là. Puis on le sait il l'a dit en entrevue. Là, je le sais. C'est un peu David Lynch, en fait. David Lynch, on lui reproche ça toujours, mais Lucio Fulci, c'est un peu ça, de se dire, gars, on va y aller avec la logique du rêve. On va justement utiliser tel genre de musique funk pour telle scène où un gars meurt. C'est complètement déconnecté de ce qui se passe, mais il y a quelque chose de décadent pour moi là-dedans, le guts d'aller jusque-là. Puis les films italiens étaient comme ça. Mais c'était beaucoup l'appât du gain aussi, c'était pour faire de l'argent, on ne se cachera pas. Ouais. C'était du cinéma d'exploitation. Si vous avez vu, mettons, Cannibal Holocaust, qui est sorti dans les mêmes années, de Ruggero Deodato, c'est ça aussi. Là, c'est pour moi le film le plus dur à voir que j'ai vu de ma vie, en tout cas dans le top 3. Ouais. Mais c'est ça, c'est un film de cannibale, mais tu vas plus que loin. Rendu là, t'es ailleurs. Là, fait que c'est ça, il y a quelque chose de... C'est le guts d'inventer quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose de très artisanal, en fait, dans ces films-là. Même il y a des effets qui sont très mauvais dans le film, là, que je revois. Tu vois tu sens que le visage est fait en plâtre. Donc, on défonce un œil, mais on voit que c'est du plâtre ou c'est fait en argile, mais bref. Mais il y a quelque chose d'artisanal. C'était toujours les mêmes petites équipes aussi qui tournaient sur ces films-là. Tu reconnais les noms dans les génériques. Gianetto Di Rossi, mettons, qui faisait tous les maquillages de ces films-là avec de la bouette. Les zombies sont faits avec de la boue, quand même. Il n'y a pas de latex, là, tu sais. Donc, c'est de la bouette qu'on mettait, des vrais verres qu'on mettait sur les acteurs, des vraies tarentules. Tu sais, il y a quelque chose de... Quand j'étais petit puis je faisais des films sur la caméra vidéo de mon père, là, je retrouve ça. Ça avait l'air le fun à tourner. Tu sais, c'était pas un gros système de studio comme à Hollywood. Fait qu'ils se pétaient des trips. Tu sais. Ouais. Le film, c'est une femme qui part de New York pour aller en Nouvelle-Orléans pour justement s'ouvrir un hôtel. Toi, as-tu déjà fait du tourisme de l'horreur? Es-tu retourné sur des lieux qu'on dit hantés? Beaucoup? Beaucoup. Ah oui, je le fais. Là, la COVID a ralenti ça. Puis là, j'ai des enfants, donc c'est plus dur. Mais tu sais, même avec ma blonde, des fois, on va faire un petit détour. Mais j'en ai fait seul. Je suis allé, mettons, je m'étais fait un circuit Stephen King dans le Maine. Ah, ouais. Tout seul. Dans le temps, j'avais une peine d'amour. Qu'est-ce que je fais? Je passe sur une dérape. Fait que je m'étais fait une carte. Mais j'ai retrouvé, mettons, la maison des Creed dans le cimetière vivant. Dans un petit village. Fait que là, je suis allé voir, il n'y a pas le chemin de cimetière derrière. Mais bon, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé... Si tu vas à Bangor, qui est la ville où habite Stephen King, ben là, tu vas trouver le château d'eau, donc la grande tour qui a inspiré la cachette de Pennywise dans It. Il y a même la bouche d'égout qui a donné l'idée de cacher le personnage dans les égouts. Puis donc, la scène d'ouverture, c'est un peu inspiré. C'est un coin de rue tout à fait banal. Mais donc, j'ai fait ça. Je le fais souvent. À New York, j'essaie à chaque fois de m'en trouver un ou deux. Okay. Dans ma fois, on est allé, j'avais trouvé la caserne des Ghostbusters, j'étais bien excité, et l'appartement de Dana Barrett devant Central Park West. Ouais. Mais donc, j'ai l'appartement. En tout cas, mais tu sais, j'aime ce genre d'affaires-là, juste pour passer devant et regarder un peu. J'essaie toujours de passer devant le Dakota Building à New York pour John Lennon, évidemment, parce qu'il s'est fait tuer devant chez lui, mais aussi pour Rosemary's Baby. Ben oui. L'extérieur, c'était ça, l'intérieur, c'était des studios. Mais bref, j'aime ça. Je ne sais pas, il y a comme un petit trip dans ces affaires-là. En Angleterre aussi, j'en avais trouvé une coupe. Fait que, tu sais, je tripe là-dessus. Puis même chose avec la musique. Là. Je me fais des road trips culturels pour trouver les lieux. T'sais. Mais ça ne donne rien parce qu'une fois que tu arrives, il ne se passe rien. non, c'est juste le fun de la quête. C'est ça. Ton dernier film maintenant, j'avais très hâte qu'on en parle. Parlez-nous d'amour, 1976 de Jean-Claude Lard. J'ai vu ce film-là pour la première fois l'année dernière et ça s'est hissé comme mon film québécois préféré. Moi aussi, je pense. Ça met en vedette Jacques Boulanger, Claude Michaud, Benoît Girard, Anne Letourneau, Monique Mercure, Rita Lafontaine, Manda Parent, Mulette Garneau, Roger Lebel et la liste continue. Juste ça, c'est hot. Le scénario est de Michel Tremblay. C'est basé sur les expériences de Jacques Boulanger, qui était un animateur télé à Radio-Canada dans les années 70-80.
réalisé par Jean-Claude Laure, à qui on doit lancer compte. Donc, juste ça. Grosse brochette, mais lançons-nous dans Parler-nous d'amour. Écoute, premièrement, il faut remettre en contexte, hein, parce que moi, ma décennie préférée au Québec, c'est aussi les années 70. Il y a eu ce qu'on appelle les tax shelters. Donc, c'était une période où on voulait que les gens viennent de l'extérieur, mais ici aussi, on voulait comme mousser un peu la production cinématographique ici. Donc, on s'est dit, hey, si il fallait cocher plusieurs cases, là, mais on vous donne un congé de taxes. Donc, vous n'aurez pas à payer les taxes sur telle affaire dans votre production de film. Bref, c'était un gros rabais pour venir tourner des films ici. Mais il fallait que ce soit rentable. En échange, il fallait que le film quand même soit vu. Fait qu'on s'est mis à tourner beaucoup de films de genre et beaucoup de films weird. Fait que les films québécois de ces années-là, c'est des films policiers, des films de fesses. Oui, Gina, entre autres. Oui, c'est ça, mais beaucoup. Beaucoup de films de gangsters et des trucs comme Parlez-nous d'amour. Donc, il y a plein de belles bébites dans ces années-là. Beaucoup de films d'horreur. Mais Parlez-nous d'amour, donc, qui arrive au milieu des années 70. Puis c'est ça, Jacques Boulanger, tu l'as dit, c'était le Véronique Cloutier. Là. Il animait, entre autres, l'émission Allô Boubou. J'ai regardé les enfants de la télé. Là. Il y a au moins 8 extraits par émission qui viennent d'Allô Boubou. C'était un gros plateau devant le public. Puis c'était la plus grosse vedette, je pense, au Québec en télé, là, pas mal. Mais bref, il fait ce film-là. Il joue un animateur qui s'appelle pas Boubou, mais genre, ils ont déformé un peu son nom, mais il n'est pas loin de Boubou. Jacques Boulanger. Et il anime dans un décor qui ressemble beaucoup à celui de son émission. Et il fait un gars qui chie sur le milieu. Il est tanné. Il est tanné de son public. Il est tanné de ses fans, il est tanné des produits, il est tanné de son show, il est tanné de sa job, il est tanné de sa blonde, il est tanné de tout, puis il veut tout sacrer ça là. Mais là, écoute, puis là, il tombe, il y a des scènes d'anthologie là-dedans où, tu sais, justement, dans sa tête, il se met à envoyer promener, il voit toutes les madames dans son public, il les imagine tout nus. Et là, le film descend dans le dark side. C'est comme si Véronique Cloutier, demain, tournait un truc où elle joue une fille qui s'appelle pas Véro, mais tu sais, pas loin, et qui, tout d'un coup, tu sais, tourne dans un décor qui ressemble à un de ses shows, puis là, elle se met à envoyer promener son public. Fait que les gens ne l'ont pas pris. Et il y a des scènes très, très dures. Tu le revois même aujourd'hui. Là. C'est rough, il y a une scène, entre autres, toute son équipe, puis ses producteurs, puis ses boss, convient des filles à une fausse audition. Fait qu'ils se mettent derrière une vitre sans teint. Donc, la personne ne peut pas les voir. Ils font venir, c'est toutes des belles filles. Bon, mettez-vous là, mademoiselle. Puis là, ils font se déshabiller. Puis là, eux autres, ils boivent la bière de l'autre côté de la vitre, puis ils rient comme une gang de mononcle. Fait que c'est aussi le Québec de ces années-là, le côté très macho, très mononcle, là, duquel on essaie encore de se débarrasser. Mais bref, on voit comme le côté salace, je trouve, du Québec, des médias aussi. Ça parle encore très bien pour travailler dans ce milieu-là. Là. Puis justement, en ce moment, là, je parlais d'un truc sur lequel je travaille en ce moment, c'est on s'inspire beaucoup du ton puis un peu de l'univers de parler. On essaie de, en tout cas, parce que pour moi, ça pourrait sortir aujourd'hui puis ça marche pas mal. Vraiment, oui. Dans l'humour, je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus, mettons, d'un South Park. Oui, c'est vrai, oui, ça va loin, là. On va très, très loin. Il y a une scène qui m'avait marqué, c'est le personnage d'Anne Letourneau qui fait une jeune chanteuse. Il y a un producteur qui rentre dans un party, puis il s'appelle Johnny, puis elle dit « Es-tu colon, Johnny? » Il rentre au bureau, il sort la graine, puis il nous la montre, puis il nous la cogne partout. « Es-tu cave, maudit? » Je me souviens plus comment elle a dit ça, mais elle a dit « Vieille arriérée. » C'est comme 40 ans plus tard, ça... c'est ça. Certains n'ont rien appris de ça. C'est comme tu vois le MeToo de l'intérieur, mais de l'époque, qui est encore pire. On dirait que celui d'aujourd'hui, il est comme plus insidieux, là, c'est dégueulasse. Mais bref, c'est ça, c'est un film affreux, sale et méchant, là, pour reprendre une expression consacrée. Puis c'est ça, Jacques Boulanger, lui, ça a un peu tué sa carrière. Il a fallu qu'il prenne un pas de recul à l'époque, parce que là, les gens en même temps, 1+1, c'était tellement proche de lui. On parlait de Woody Allen tantôt, on ne peut pas faire la distinction. On aura beau dire qu'il faut distinguer l'œuvre de l'artiste de ses personnages. Woody Allen, Jacques Boulanger dans ce film-là, c'est pas possible, ça se peut pas. Non. Je pense qu'à ce jour, d'ailleurs, Jacques Boulanger ne veut pas en parler, je pense. Il est revenu un peu, C'est ça, mais il l'a sur le cœur. Puis le fait que ce soit un scénario de Michel Tremblay, je trouve ça le fun. Puis il en a scénarisé quelques-uns dans les années 70. Un autre de mes films québécois préférés, fait pas mal, je ne sais pas si c'est pas la même année, mais pas loin, mais Il était une fois dans l'Est, réalisé par André Brassard et écrit par Michel Tremblay. Puis c'est sa gang, puis il a mélangé toutes ses pièces. Puis il y a des petits échos à Parle-moi d'amour, tu reconnais un peu l'écriture de Michel, certaines répliques, mais le ton, un peu la couleur. Mais donc, si vous avez la chance de voir ça, mais c'est comme il a mélangé un peu les belles-sœurs avec... toutes ces premières pièces sont un peu mélangées là-dedans, puis ça a donné le scénario d'Il était une fois dans l'Est. Ouais. Mais j'aime ces films-là. On parlait tantôt de voir le vrai, mettons, New York dans les films italiens ou les films Grindhouse, mais pour voir le vrai Québec puis le vrai Montréal,
C'est dans ce genre de film-là, pas dans les films carte postale. Il faut voir Parlez-nous d'amour, il faut voir Il Oui. était une fois dans l'Est, il faut voir. Il y a eu des films québécois très, très rough tournés dans ces années-là, puis on l'oublie. Oui, il y avait Délivrez-nous du mal avec Yvon Oui. Deschamps avant qu'il devienne le Yvon qu'on connaît, où il joue un homosexuel qui doit se cacher, puis tout ça. Oui, puis il y a terrible, ce des film-là, c'est bon. pas pires films d'horreur quand même tournés dans ces années-là aussi, dont les premiers Cronenberg, qui Ouais. étaient tous tournés à Montréal. Ouais, Rabbids, Et, qui est tourné dans le coin dans le coin d'Habitat 67. Lequel, ce Shivers? Shivers, oui, Shivers, pas Oui, c'est Rabbids. ça. C'est tourné, je pense, à l'île des Sœurs, Ouais. c'était les nouveaux condos, c'était cool d'aller là. Puis dans le film, même, il explique au début du film, c'est une île avec des tours d'habitation, mais t'es à côté de la ville, tu vois Montréal. Montréal est nommé, puis il y a des personnages qui ont des noms québécois, le docteur Saint-Jean, je pense, dans Shivers. En tout cas, tu sais, c'est le fun de retracer aussi tous les films d'horreur de cette époque-là, parce que tu vois le Québec, des fois on le déguise, on ne dit pas qu'on est là, mais tu sais, la scène d'ouverture de Scanners de Cronenberg, une tête qui explose, qui est la scène mythique, mais c'était tourné dans une salle de cours à l'Université Concordia. C'est juste ça, c'était incroyable. Il y a une poursuite au début, c'est le centre d'achat Alexis Nyon. Oui, c'est vrai. Quand on va faire un tour, tu le reconnais. Tu vois le Mike en arrière, puis un Valentine, ou je ne sais pas trop quoi, Belle Province, en tout cas. Mais tu sais, c'est le fun de voir tout ça. Ouais. J'ai bien du fun à voir ça. C'est comme c'est un petit cours d'histoire 101 aussi, ces films-là, de revoir le Québec. Parce qu'on est habitué de voir des vieilles images là, du Montréal des années 30 et tout ça. Mais celui des années 70, c'est le fun parce qu'il n'est pas si loin de nous, mais il est tellement différent. Oui, c'est ça, c'est coloré. Saint-Laurent qui a l'air de New York. Ouais. C'était comme un red light avec des néons, mais tous ces films-là, on le voit, il y a quelque chose. Puis c'était le Québec en train de devenir moderne aussi, qui essayait des affaires. Moi, j'arrête pas de dire souvent que depuis cette décennie-là, je ne vais pas dire ça parce que c'est effrayant que notre cinéma est devenu plat, c'est pas vrai. Mais j'ai l'impression qu'on a arrêté d'oser. Puis c'est pas la faute des cinéastes, c'est les institutions et tout ça qui font que c'est tellement lourd. Mais dans ces années-là, c'était on te donne, t'es-tu game, il faut que ça fasse de l'argent. Fait que, OK, tu peux essayer des affaires. C'est un peu ça que les gens se faisaient dire. Fait que, ça donne des Gina, du monde qui tire du gun, ça donne des X13, Jean Padovani, des films weird qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. C'est de la folie. Les films de Gilles Carle, c'est hallucinant. Là. Stardom. Pas Stardom, mais c'est une comédie musicale de Gilles Carle. Oui, mon Dieu, c'est une bonne conne. Fantastica. Oui, je pense que c'est ça. Mais X13, mettons aussi. Ça a un peu vieilli, mais même à ça, ils ont quand même essayé quelque chose avec des décors en carton. Mais bref, je trouve cette folie-là, moi, je trouve que c'est vraiment perdu. En tout cas, je sais que c'est pas on n'a pas le droit de dire ça, mais depuis quelques années, souvent, c'est effrayant ce que je veux dire, parce que moi-même qui ai beaucoup travaillé en culture, je m'emmerde quand je vais voir des films québécois. Certains films, en tout cas, très contemplatifs. Je pense qu'on l'a fait, ce trip-là, de regarder un lac puis de ne pas parler. Moi, premièrement, je ne me reconnais pas là-dedans. Puis deuxièmement, comment une gang, on a-tu oublié de se raconter des histoires comme on faisait il y a 40 ans? Oui, on peut faire un party, là. Oui, pour moi, le party comme fini, on dirait que là, c'est tellement devenu... C'est lourd, fait que ça fait du bien de revoir des films comme Parlez-nous d'amour, justement, où on se pète un solide trip. Là. Ce que je veux savoir dans ton métier, tu as parlé de Véronique Cloutier, mais tu occupes un peu la case horaire que Jacques Boulanger a eue historiquement. C'est Boubou. Oui, t'es le nouveau Didi. Mais je veux savoir quand, dans ton métier, est-ce que tu as un droit de regard sur tes invités? Parce que, tu sais, on peut entendre toutes sortes de rumeurs, puis les rumeurs, c'est des traînées de poudre, on les entend. Est-ce que si tu n'as pas le choix de recevoir un invité, puis tu dis, je l'aime pas que tu l'aimes pas, ouais, peut-être même que tu l'aimes pas, ou que c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas d'affinité, comment tu fais pour rester dans ton ton d'animateur sympathique? Ah, ben, je suis un bon poker face. Mais c'est rare pour que ça arrive parce que je suis chanceux à date de. La plupart de mes émissions que j'anime, c'est soit moi le moteur à la base. Donc, je ne suis pas le boss, mais je suis comme, c'est mon bébé, tu sais. Fait qu'on me consulte pour, tu sais, soit je suis même le réalisateur, souvent comme format familial, ou l'effet wow, c'était moi le réalisateur, ou d'autres trucs que j'ai fait. Donc, pas que c'est moi qui étais mais dans le sens, on me demande, puis les gens le savent tellement. Je suis tellement impliqué dans mes shows que des fois, ça se fait même naturellement, même avec des nouvelles équipes. Hey, on veut tellement pas, on va passer en revue la liste d'invités, tu sais. Fait que s'il y a quelqu'un que j'aime pas ou que je sais que c'est quelqu'un de toxique ou qui a fait des trucs, même souvent, je vais le dire en meeting, hey, gang, je suis vraiment pas à l'aise. Fait qu'à date, pour vrai, là, je compterais même pas sur une main le nombre de fois où j'ai eu à recevoir des gens que. Des fois, tu n'as pas le choix. Il y a certaines affaires de politique aérienne, mais c'est assez rare. Et mon émission, on va se le dire, là, c'est quand même un gros roulement parce qu'on en tourne 4 par semaine en direct. Il y a 7 blocs. Des fois, on a entre 5 et 8 invités par émission. C'est énorme. À un moment donné, ça va vite. Mais tu sais, là, ça fait déjà 3 ans. Fait que l'équipe, on se connaît aussi. On sait qui fait moins l'affaire pour mille et une raisons. Tu sais, des gens
aussi. Les gens pas fins, là, le mot se passe. Hein. Ouais. Fait que, tu sais, les équipes se parlent. Il y en a des pas fins, comme dans tous les milieux, de toute façon. Il y a une couple de pas fins qui sont encore là, puis ça m'étonne, mais ils savent, mes équipes, qu'ils ne viendront pas sur notre émission. Mais il y en a 4-5 là, qui travaillent à côté, des musiciens, des acteurs, dans tous les domaines. Et c'est des gens qui travaillent à côté, alors que tout le monde sait, une genre d'omerta quand même sur des gens qui sont vraiment toxiques, là, vraiment, avec leurs collègues, avec les équipes, avec tout le monde, des invités, c'est pas fin. Là. Ouais. Ça existe encore. C'est pour ça que je dis parlez-nous d'amour peut quand même encore se tourner aujourd'hui. Tout ça pourrait être abordé. Mais bref, c'est ça. Le peu de fois que j'ai eu à le faire, ça s'est quand même bien passé. Dernière question par rapport à parler d'amour. Tu le dis, ça pourrait se tourner aujourd'hui, mais est-ce que on n'était pas là à l'époque, on ne sait pas jusqu'à quel point cette culture-là pouvait être implantée, mais est-ce que ça t'a évolué? Est-ce qu'on a bien évolué? Est-ce qu'il y a une décadence encore là? Est-ce que c'est mieux aujourd'hui que ce qui est présenté dans le film, de ton point de vue? De mon point de vue, je pense que oui. Depuis 2 ans, écoute, moi, je vois vraiment avant et après dans les équipes. Il y a eu un gros ménage de personnes, ça, on le sait. Ouais. Mais même au niveau, des fois, des équipes, j'ai certains techniciens ou des gens même de la technique, il y en avait aussi, là, pas juste devant les caméras, comme il y en a dans les bureaux, comme il y en a donc à tous les corps de métier. Fait qu'il y a eu un ménage qui s'est fait, puis tout le monde marche tellement sur des œufs. Donc, ceux qui étaient peut-être propices à justement perpétuer cette tradition-là, le font plus, je pense. Il y en a, je vois quand même encore à l'occasion certains commentaires de certaines personnes, mais c'est très déplacé ou certains agissements. Je fais OK, t'es game, mon gars, de continuer quand même. Ou des filles aussi, hein, j'en ai vu. Mais bref, il y a certaines personnes qui continuent, mais en gros, moi, je vois vraiment un avant et après. C'est vraiment mieux de ce côté-là. Ouais. C'est sûr que là, on est tombé, mais c'est normal dans tous les grands changements. Pour ça, pour la représentation aussi des communautés culturelles, on est tombé évidemment dans un genre d'extrême là, en ce moment. Tu sais, ça va se replacer, je pense, naturellement à un moment donné. Mais c'est sûr que là, d'où la fameuse phrase que tout le monde sort tout le temps en 2 minutes, mais on ne peut plus rien dire. Mais on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Tu sais. C'est sûr que c'est devenu assez compliqué de faire de la télé, c'est-à-dire qu'on pèse chaque affaire qu'on va présenter parce que tout peut maintenant blesser quelqu'un. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même aborder certains sujets des fois, quitte à ce que ça choque des gens. On ne peut pas toujours marcher sur des œufs, sinon, il faut quand même que le dialogue continue si on veut avancer. Si on fait genre, on ne peut plus en parler de ce sujet-là. Oui, mais il y a un dialogue à y avoir, ce n'est pas terminé la conversation. Si vous voulez qu'on règle le problème, il faut en parler. C'est ça en ce moment, je te dirais que c'est plus ça. Ce qui me tape un petit peu en ce moment, c'est ça. Il y a une rectitude extrême qui fait que des fois, il faut en parler, il faut avoir un débat sur tel truc, faire un reportage là-dessus si on veut aller au bout. On ne peut pas. Ouais. Il y a comme une genre d'omerta sur certains sujets en ce moment. Oui, puis peu importe le sujet, c'est pas le sujet qui est toxique, c'est l'angle par lequel on le prend aussi. C'est toujours intéressant. C'est ça, je reprends toute l'histoire du N-word, évidemment, puis là, pendant longtemps, on s'est obstiné sur, pas tant, finalement, je regarde en rétrospect, pas tant sur le contenu de l'affaire, c'était plus sur le mot. On a eu beaucoup de débats sur quel mot utiliser. Mais là, je reprends une phrase que Martin Léon m'a déjà dite, le chanteur. Puis pour moi, c'est ça qui. Pendant qu'on s'obstine à savoir qui va tenir le râteau, il n'y a personne qui s'occupe du jardin. Mais je trouve que ça dit tout sur ce qu'on vit en ce moment. On s'obstine beaucoup sur les mots, sur comment le dire, mais sur qui va pouvoir en parler, dans quel contexte. Mais pendant ce temps-là, on ne parle jamais du problème. On ne s'occupe pas du jardin. On fait ça. Non, c'est moi qui tiens le râteau. Non, c'est pas toi qui as le droit de. Fait que c'est ça. On est beaucoup qui a le droit de parler de telle affaire, qui a le droit de jouer telle affaire, qui a le droit. Mais pendant ce temps-là, on n'avance pas, les amis, on fait juste sur place. Là. On s'obstine sur les instructions, mais on n'est pas en train de monter le jouet. Oui. Juste une petite conclusion là-dessus, mais sur format familial, vous avez quand même abordé plein de sujets qui, moi, en regardant la liste des sujets, m'ont quand même surpris. La perte d'un enfant ou l'homoparentalité ou on a même fait les parents. Le polyamour. Oui, c'est ça, le polyamour. Ça, c'était un des très confrontants, mais oui. Mais qui ont des enfants, c'est ça, c'est des parents polyamoureux. Ouais. Fait que, on a essayé d'aller loin un peu dans les sujets. C'est ça, je pense que c'est ce qui a fait que l'émission a bien marché aussi, qui là va s'arrêter. Mais on a déjà d'autres projets dans cette veine-là. Je pense qu'on aime ça en ce moment. Un peu la perpétuer ce que Jeannette Bertrand faisait, là, c'est-à-dire de prendre des trucs, ou même on essaie toujours d'être en avant de la vague, un peu de voir. Comme notre première émission, c'était Ariane Moffat puis sa blonde il y a 8 ans maintenant. Mais donc, c'était notre premier reportage, le mot parentalité. Puis je me souviens que ça avait fait jaser. On disait, pour nous, c'était comme pas banal, mais c'était comme, oui. On a dit, OK, fait que finalement, c'est peut-être, ça brasse encore la cage de montrer à l'écran des parents.
un couple homoparental. Tu sais. Mais ouais, il y a des sujets des fois qui ont fait réagir, puis ça nous a surpris de dire OK, les gens sont OK, mais tant mieux. Puis là, on reçoit des messages, ça discute. Justement, il y a un dialogue. Tu sais. L'idée, c'est de partir des dialogues avec tout ça. On va faire une courte pause là-dessus. Au retour, tu m'expliqueras pourquoi toi, tu serais de genre à prendre le gant de Thanos pour éradiquer les films de Marvel. Je vais t'expliquer c'est qui Thanos et Oui, c'est quoi son gant. Et on termine avec un film qui aurait pu s'appeler Format familial, justement, mais non, c'est Family Man avec l'incroyable Nicolas Cage. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir pour le meilleur et pour le pire les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Jadosaurus, John Valence, Jonathan Gauthier, Maxime Périgny, Noémie Bellefleur, Tout Simplement Joe, Zachary Sirbelec, ainsi qu'Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/On Jase de Film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de film avec mon invité Sébastien Diaz, avec qui, en première partie, on a jasé de Manhattan, de Beyond et Parlez-nous d'amour. Maintenant, plongeons dans le Marvel Cinematic Universe, le MCU, qui est une franchise qui s'étale de 2008 à aujourd'hui. Je peux pas faire la liste de tout le monde qui est dans ces films-là parce que ça va de Robert Redford à Tilda Swinton, mais principalement Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Tom Holland, Mark Ruffalo, et la liste est pratiquement infinie à ce point-ci à Hollywood. Tout le monde et sa mère ont joué dans un film de Marvel. Qu'est-ce que t'aimes pas de l'univers de Marvel? Ben, moi, c'est même un running gag avec mes amis. Là, ils m'envoient les trailers quand ça va sortir. Ils savent que ça va casser ma journée. Mais je pense que je me range du côté. Ça fait peut-être 2-3 ans, le Scorsese qui s'est retrouvé dans la tourmente parce qu'il osait dire que pour lui, c'était pas du cinéma. Oui, c'était un roller coaster sur une montagne russe. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est un peu ça pour moi. Pas que c'est pas du cinéma, mais pour moi, c'est un ride et c'est surtout. C'est un étalage pour vendre des cossins. C'est vraiment ça là, pour moi. Fait que j'ai bien de la misère à embarquer. Et puis j'ai essayé, le cet hiver même, j'ai demandé à mes amis, OK, chacun me fait sa liste dans quel ordre. Fait que là, j'en ai choisi une qui me paraissait être la plus logique. Je me souviens pas c'était quoi le concept de l'ordre, mais en tout cas, il y avait un ordre. Fait que j'en ai regardé 3 puis j'ai arrêté. Je me suis forcé, là, je me faisais violence. Puis là, tu regardes, puis t'en restes genre 29 à regarder. Je sais pas, il y a quelque chose de... Puis, c'est triste parce que ça a comme comment dire, inondé les autres genres cinématographiques. C'est-à-dire que ça a comme pollué tout ce qui se fait beaucoup en ce moment. Ça a toujours été ça, le cinéma, c'est aussi beaucoup pour vendre des cossins. Je ne suis pas naïf. Mais je ne sais pas, il y a une approche dans ces films-là, pour moi, qui est grosse comme le bras, puis qui me... Je ne suis pas engagé émotivement, moi, quand je vois tout ça. Je regardais avec mes enfants Cruella, ils voulaient voir ça, mais pour moi, ça a l'air d'un Marvel, parce que bon, tu sens tellement que chaque chanson, maintenant, ils sont rendus que si tu as une scène, ils vont sortir d'un avion qui a un feu, bon, tu sais qu'elle va être au ralenti ça va être soit American Woman, mais de l'original, ou une toune de Led Zepp, ou une toune d'ACDC. Tout est tellement, c'est devenu, il y a une esthétique à ça, il y a des codes même, mais ça, on le sait que ça sert à aller vendre la trame sonore, puis les bébelles après au Toys R Us, Fait qu'on dirait que j'ai l'impression de regarder un étalage de Toys R Us, de un. Et de deux, j'ai trouve affreusement laid ces films-là. Puis moi, écoute, j'ai grandi avec les films des années 80. Tu regardes les effets aujourd'hui, c'est sûr que ça a vieilli. Mais bon, il y a les 2 écoles CGI. Moi, je suis dans le non-CGI. Pour moi, le CGI a été beau une fois, puis même quand je le revois, non. Finalement, c'est dans Jurassic Park. La nuit, le T-Rex. Mais dès que tu tombes dans le jour, fait que je ne sens pas la réalité, moi, dans les films de Marvel. Fait que je sens que tout est tourné aussi devant un green screen. Fait que, premièrement, ça doit être vraiment plate pour les acteurs. Il y a comme rien de vrai. Je vois pas rien de vrai pour moi. Fait que c'est comme on dirait une grosse cinématique de jeux vidéo. Je me sacre complètement des personnages de ce qu'ils vivent. J'ai beau essayer là, de carry, de m'en faire pour ce qu'ils vivent.
zéro pin bar. Ouais. Tout ce que je vois, c'est les 8 filtres qu'ils ont mis dans le montage pour. Un peu comme les films de Zack Snyder, c'est la même chose. Je ne vois plus les humains derrière qui ont fait le film. Je vois juste le gars avec sa souris qui a Sur des travaillé 6 boutons. mois Puis... pour une séquence de 3 secondes là, pour mettre 800 couches d'effets de fumée. Il n'y a rien de vrai. Puis même des fois, ils se tiennent après quelque chose. Puis tu sens que ce qu'ils tiennent, c'était un truc vert. Puis que même ce qu'il y a dans sa main a été fait en CGI. Gang, comme. Je ne sens pas l'inventivité, en fait. Pour moi, ça ne m'impressionne pas un gars qui a pitonné dans. Chez pas Pixar, là, mais chez ILM ou chez beaucoup, là, à San Francisco, puis qui a pitonné 6 mois pour 3 secondes. Je m'en contre-fou. Fait que c'est ça, je ne sens pas l'artisan, là, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on se raconte des histoires, on invente le côté artisanal, mais tu sens que c'est une gang qui a trippé. Et ça, je ne sens pas le trippage. Je sens, on veut te vendre des bébelles. On dirait presque que c'est des robots qui ont fait le film à la limite, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça. J'ai la même impression, en fait, que quand on voyait, mettons, Phantom Menace, là, le premier Star Wars, pour moi, c'est aussi mauvais. Je sens juste le faux. Et beaucoup de personnages, en fait, en CGI, c'est encore pire. Tout à fait. Mais c'est ça. Fait que, as-tu besoin d'en savoir plus? Non, j'ai tout compris. Je vais même faire une vulgaire plug sur mon Patreon pour ceux qui sont intéressés avec ma meilleure amie qui a jamais vu un film qui avait jamais vu un film de Marvel. On se les tape toutes. Wow! Puis sa première réaction, elle dit moi, j'ai ça, Batman puis Superman. J'ai dit on n'est pas dans le même univers de un. Fait qu'on part de loin. Mais là, elle commence à apprécier. Moi, je les ai tous vus, mais je les considère comme un peu des plaisirs coupables pour moi, les films de Marvel. Je ne vais pas ériger ça au rang de grand cinéma ou de grandes œuvres. Oui, je vais finir par aller voir sur YouTube des explications, puis les Easter eggs, puis tout ça, mais je considère que ça reste des films pour enfants. Ça reste des films familiaux, ça reste des films qui sont pas... C'est vrai, tu dis, c'est des films pour enfants, c'est ça. Puis je suis le gars qui, cette année, moi, je suis un des seuls qui a aimé Mortal Kombat. Tu sais pas, fait que c'est complètement paradoxal. J'ai adoré, j'ai vraiment eu du fun parce que j'étais comme le petit cul mais parce que j'ai joué quand j'étais petit. C'est ça. Puis j'aime les films de super-héros. Tu sais, pour moi, on aurait dû arrêter d'en faire après la trilogie de Christopher Nolan. Pour moi, c'est les 3 meilleurs films que j'ai vus. Dark Knight, Rises, puis tout ça, pour moi, c'est hallucinant. Tu sais, même quand je revois les vieux de Tim Burton, j'ai trouvé que ça avait vieilli. Je les ai revus récemment. Je suis quand même, on dirait que j'embarque moins. Je sens vraiment le studio. Là, c'est tout petit, finalement, la ville. Tu sens les effets un peu. Mais il y a quand même le côté artisanal et le fun. C'est ça. C'est craft. C'est très crafté. Tu sens que c'est des techniciens qui ont fabriqué, c'est ça. C'est des humains qui ont fabriqué une ville. Puis, oui, c'est petit, mais c'est dans le plus gros studio de Londres. C'est à Pinewood qui ont fait Batman. Mais ça reste... C'est ça, il y a une recherche esthétique qui crée un univers beaucoup plus consensuel des fois que ce que Marvel peut amener, malgré la volonté de faire un univers consensuel sur plusieurs films. Dans Batman, tu sens que la ville, même si elle n'existe pas, elle existe dans cet univers-là, puis c'est beau. Il y a une recherche artistique. En fait, c'était aussi une de mes questions. C'est qui tes super-héros préférés? Ben moi, c'est tellement le cliché classique, mais ça reste Batman. Parce que lui, justement, ça me parle, son drame est réel. Tu sais, les autres, les drames, des fois, c'est bon, Superman, mettons, qui a perdu ses parents, mais c'est un extraterrestre. Il a perdu sa planète. Je m'en fous un peu de sa kryptonite, tout ça. Même si j'ai grandi avec Superman, mais tu sais, ça ne vient pas me chercher émotivement. Mais Batman, on dirait que c'est un des seuls avec lequel tu peux vraiment... Mon voisin pourrait être Batman, en fait, il n'a pas de super pouvoir. C'est juste un autre qui s'est bien entraîné, mais qui a perdu ses parents, qui habite, qui n'a plus personne au monde sauf son butler, là, Alfred. Il y a quelque chose, je trouve, de très, très. C'est une tragédie, Batman. Ça pourrait être un opéra. Là. Il y a quelque chose pour moi de très, très ancestral dans Batman. C'est comme un vieux. Puis Christopher Nolan est bien allé chercher ça, mais l'aspect ninja aussi est le fun. Fait qu'il y a comme toute une intériorité chez Batman. On dirait que tu comprends ça, le combattant lors de la guerre, tout ça. Fait que c'est ça, il y a quelque chose de très humain, en fait. Alors que les autres qui volent, qui ont un super gant, Captain America qui a son truc, il n'y a pas un être humain qui peut faire ça. Je vais avoir du fun à le regarder comme tu dis, une ride, un manège, mais c'est pas mon voisin. Mais Batman, ça pourrait être mon voisin. C'est ça que j'aime. Je comprends. C'est un bel univers très dark. Ça se rapproche du film d'horreur, à la limite, Batman. Les vieilles BD, les premières, là, tu regardes ça, c'est gothique, c'est super, c'est pour ça qu'ils sont allés chercher Tim Burton, c'était tellement un bon fit. Il y a quelque chose, c'est ça, de gothique, puis de noir, puis ça pourrait se passer en Transylvanie dans les années 1800. Là. Il y a quelque chose de... C'est New York, c'est pas New York, là, mais Gotham City, mais c'est ça, tu vois une ville justement qui a l'air sale, dangereuse.
c'est ça, il y a quelque chose de bien le fun. J'adore tout cet univers-là. Oui, puis Batman qui est lui-même l'espèce de chauve-souris de vampire dans son manoir qui se Oui, cache le jour. Tu sais, bon, il fait de la business, mais on le voit, c'est comme dans Watatata, là, on le voit jamais aller à ses cours. c'est vrai. On le voit jamais vraiment faire de la business ou. Qu'est-ce qu'il fait chez Wayne Enterprise? On ne sait pas vraiment. Il a hérité. C'est Ouais, un héritier, c'est tout ce qu'il est. il fait Il des a hérité d'un meetings. empire, On puis sait il pas. va, il va pas ou il envoie du monde pour lui, puis il délègue. C'est ça qu'il fait Oui. parce que le soir, il se bat. C'est vraiment ça. Si vous avez la chance de revoir le vieux film, tu sais, des vieux Batman, il avait fait un film en Ouais, de 66. 66. Mais ça, il y a des belles scènes psychotroniques, dont Ah, Batman qui se bat contre un requin. Je ne sais pas si tu te souviens de cette c'est scène. malade. J'adore ça. Écoute, mais ça, c'est le fun. Tu sais, si vous avez une petite soirée arrosée, là, vous sortez Batman, c'est un gros hit. Oui, oui, oui. Puis ma réplique préférée, c'est qu'il y a une bombe, puis il essaye de la lancer quelque part, mais il arrive sur des bonnes sœurs, il arrive sur des enfants, des vieux qui font un pique-nique. Je pense qu'il brise le quatrième mur, il regarde la caméra en disant Oui, Someday you just can get rid of a bomb. Ouais. C'est Puis la scène, il y a des tellement bonnes répliques. La scène avec. Parce que Batman, évidemment, surtout dans les vieux, a toujours ce qu'il faut dans sa minuscule ceinture. Tu sais, il n'y a rien qui rentre là-dedans, même pas un porte-clés. Mais il y a un requin après la jambe. Tu sais, puis là, il se bat avec. Puis là, il appelle Robin sur son petit truc. Puis il dit Robin, apporte-moi la bombe spéciale pour les requins. Là, ils ont un petit présentoir. Puis c'est écrit Shark Repellent. Tu sais. Ouais. Donc, ils ont ça stock là, de même au cas où ça arrive un jour. Mais tu sais, ils ont toujours ce qu'il faut. Mais les vieux Batman sont quand même divertissants. Ils sont vraiment le fun. Moi, je les apprécie beaucoup plus maintenant qu'à une autre époque parce que justement, c'est rendu tellement sérieux, les affaires de super-héros. J'ai plus trippé sur Lego Batman que sur. Oui, c'est vrai. Lego Batman est très drôle. Lego Batman est très bon. On va conclure avec Family Man, un film de Oh 2000 de mon Brett Dieu. Ratner. Bon, un autre Un qui est autre. un peu perdu dans l'ombre. Voilà. C'est une thématique qui aura transcendé l'épisode. Avec Nicolas Cage, Téa Leoni et Don Cheadle et Jeremy Piven. C'est quoi l'histoire de Family Man? Écoute, c'est une variation sur Scrooge là, de Charles Dickens. C'est Ouais. encore ça. Donc, c'est un gars pas fin. Ben, pas fin, c'est un gars greedy. Là, tu sais, c'est un gars qui est à Wall Street, qui pense juste à lui, qui plus jeune avait laissé sa blonde là, parce qu'il avait choisi son travail au lieu d'être avec elle. Tu sais. Donc, il habite tout seul dans une tour à New York qui est riche et tout ça. Là, il est sur le point de conclure un deal qui va le rendre quasiment milliardaire. Et là, il rencontre un sans-abri le soir, tu comprends que c'est un ange. Et là, quand il se réveille le lendemain matin, il n'est pas dans son penthouse, il est chez son ex, mais il est dans la maison qu'ils auraient eue. Donc, il voit sa vie parallèle, ce qui serait arrivé s'il n'avait pas laissé cette blonde-là pour sa job. Donc là, il y a 2 enfants. Mais tu sais, tout ça est tellement gros. Fait que c'est le classique. Là, au début, il faut qu'il apprenne à être papa. Mais là, c'est le gars de New York qui se fait servir son café. Fait que là, il faut qu'il change des couches, tout ça. Mais là, tranquillement, il comprend pourquoi il l'avait laissé, mais il comprend certaines affaires sur lui-même aussi. OK, si je ne l'avais pas laissé, il serait arrivé telle affaire. Tu sais, il y a un petit côté Back to the Future à tout ça, là, le passé parallèle, mettons. Et puis, c'est vraiment. Moi, je suis un gros pleurnicheur, mais Oui. c'est depuis que j'ai des enfants que ce film-là me tue. Je l'écoute. J'ai toujours dans ma liste de films de Noël. Mon préféré étant Black Christmas de Bob Ouais. Clark. C'est mon film de Noël préféré, 1974. Un film tourné, justement, on parlait des tax shelters tout à l'heure, un film tourné dans cette mouvance-là, dans les années 70 à Toronto. Le premier slasheuse, si je ne me trompe pas. C'est avant premiers. Halloween. Ouais. Je sais que même John Carpenter, de ce que j'ai lu, aurait été attaché au projet au début. Ah ouais. Et finalement, des années plus tard, a fait Babysitter Killer, qui est devenu Halloween. Finalement. Mais bref, j'ai déjà perdu mon fil. Oui, ben c'est ça. Ben, bref, il voit sa vie parallèle et tout ça. Mais depuis que j'ai des enfants, ça, c'est dans mes films, mes go-to à Noël. Et je me le garde des soirées où je suis tout seul. Je finis en larmes à chaque fois. Puis je l'ai vu 1000 fois, je le connais par cœur, je sais comment ça se termine. Mais c'est vraiment un film de Noël. Tu sais. Ouais. Je ne verrai pas ça le reste de l'année. Fait qu'on dit qu'à Noël, tu peux te permettre certains plaisirs coupables comme celui-là. Des petits plaisirs fromagés, comme je dis. Oui, exact. Un beau plaisir fromager. Puis c'est Nicolas Cage en mode assez doux, quand même, qui n'est pas peu dire pour lui. Fait qu'il n'est pas sur le 220, il est juste sur le 180, mettons. Fait qu'il. C'est ça, je trouve que c'est un film sous-estimé de Nick Cage, que j'aime beaucoup. Moi, je suis un fan de Nick Cage. Ah, moi aussi. Oui. C'est devenu une genre, c'est comme un mythe maintenant. L'autre fois, je suis allé voir Pig, je ne sais pas si tu as vu. J'ai pas encore vu Pig, mais j'ai très hâte. Incroyable. C'est déjà dans mon top 3 de l'année. Là. C'est vraiment belle. Puis il est tout en retenue, Nicolas Cage, sauf vers la fin, mais il ne fait pas grand-chose. Mais dans la salle, des fois, on sentait qu'il allait faire du Nicolas Cage. Les gens riaient d'avance. Fait qu'on est rendu là, on est rendu à un genre de niveau
Tu sais, c'est comme devenu un genre de trésor pop. C'est comme Chuck Norris. Tu sais, c'est quelqu'un qui vient lui-même avec son bagage. Avant même qu'il parle, on rit déjà. Tu sais. Mais bref, dans Family Man, c'est ça. C'est comme un école de skate tout en retenue. Mhm. Et puis, mais c'est ça. Moi, ça me fait aimer mes enfants quand je regarde ça. Je trouve ça tellement cute. As-tu toujours eu ce désir-là d'avoir une vie familiale, des enfants, une blonde, je ne sais pas si vous avez un Oui. chien, mais une maison, tout ça, ça t'a toujours habité? Ça a toujours été ça. Puis là, depuis qu'on l'a tout ça, ça relativise beaucoup aussi cette fameuse job-là qui peut être si superficielle et si, on s'en fait beaucoup avec des fois des niaiseries je sais pas, là, un costume qui marche pas, mais j'invente ça, mais tu sais, dans le sens, on s'en fait avec des niaiseries ou ce que les gens ont pensé, puis là, ils m'ont écrit tel truc sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas aimé telle affaire. Mais tu sais, en bout de ligne, le soir, ben, tu fais souper pareil, puis tes enfants, ils s'en sacent un peu de tes problèmes, ils veulent juste te raconter leur journée à l'école, puis ça. Fait qu'il y a quelque chose de très, ça te ground beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis non, c'est ça. Fait que, puis on n'a pas beaucoup d'amis dans le milieu. Parce que nos amis, on dirait qu'ils sont plus à l'extérieur, puis sinon, on dirait qu'on fait juste parler de ça tout le temps. Mais les quelques-uns qu'on a dans le milieu ont tous des enfants. On dirait qu'on les choisit pour ça. Puis justement, c'est tous des gens qu'on trouve très grounded, qui ne sont pas du tout. On parle rarement de job à la limite, ou un petit peu, mais on est plus avec les enfants et tout ça. Fait que, puis même nos techniciens, on les choisit comme ça. Moi, ça fait 12 ans que je travaille avec les mêmes techniciens, pas mal. Sur tous mes projets, depuis voir Formule Diaz, l'effet wow, j'ai fait un truc qui s'appelle Série Noire, l'Obsession, Oui, les c'est excellent, ça. Ah, merci, mais c'est ça, mais c'est toujours les mêmes techniciens et c'est pas mal tous des gars qui ont ou des filles qui ont des enfants. Donc, tu sais, on choisit notre gang, puis ça donne, je trouve, en tout cas en télé, je trouve que ça donne des gens plus équilibrés. Parce que des fous, il y en a. Mais il y a des gens, des enfants qui sont fous aussi. Fait que bon, Oui, oui. Un gage de succès, mais mais j'ai l'impression que c'est. Bon, j'en ai pas d'enfants, mais j'ai l'impression que tu comprends que tu mets un peu ta vie, pas ta vie de côté, mais tu mets certaines affaires, certaines priorités que tu veux avoir avant de côté. Puis ça te regarde qu'un invité soit pas là. Ton enfant peut avoir une gastro, ton enfant peut se faire boulier, ton enfant peut vivre des drames plus intenses avec lesquels tu vas avoir à dealer que mon invité est en retard. ouais. C'est dur d'être aussi assidu que je l'étais avant. J'ai eu un gros fear of missing out quand j'ai notre première fille. Moi, je voyais tous les films, j'allais voir peut-être 2-3 shows par semaine de musique, tout ça. Tu peux plus faire ça. À un moment donné, tu fais la paix avec ça, puis je vis très bien avec ça. Je suis plus en mode rattrapage. Mais j'en vois quand même plus que mes amis qui n'ont pas d'enfants. C'est ça qui m'a. Parce que même un de mes techniciens m'avait dit: tu vas voir, là, quand tu vas devenir papa, tes petits films de Dario Argento, tu ne vas pas les écouter le soir. Tu sais. Mais c'est pas vrai. Je le fais en plusieurs parties maintenant parce que je commence tard, quand tout le monde est couché. Fait que je me mets mes films d'horreur, justement, mais que je commande, puis ma collection, puis tout ça. Mais je le fais en fin de soirée. Fait que des fois, c'est 4 soirs pour regarder un film. Tu sais, je m'endors des fois sur le générique. Mais bref, je réussis quand même à garder le cap. Tu sais, puis... Mais il y a des films maintenant que j'ai plus de misère à voir à cause de parce que j'ai des films qui vont très loin, évidemment. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà vu Serbian Film, entre autres. Je ne l'ai pas vu, mais je sais ce que c'est. Qui est un film qui avait été présenté à Fantasia, mais qui était. Fantasia. Non, enfin. Au Festival de Cannes aussi, si je ne me trompe pas. Un peu partout, là, mais ouais, puis c'est extrêmement difficile, puis il y a justement des scènes qui impliquent des enfants, mais même un viol, puis un père qui finit par coucher avec son fils parce qu'il est obligé avec un gars. Mais tu sais, ce genre de truc-là, on dirait là, j'embarque plus, ça va. Puis dès qu'évidemment, il y a un enfant, ce qui arrive rarement dans les films d'horreur, mais on se le permet des fois quand même. Hereditary, entre autres, mais dès que ça implique des enfants, là, ça vient encore plus me chercher. Fait qu'on dirait que j'ai ajouté au film d'horreur un petit élément émotif que j'avais peut-être pas nécessairement tout le temps avant. Mais dès que ça implique une famille là, qui est en péril parce que leur maison est tentée ou quelque chose, c'est quelque chose. On dirait que là, ça vient vraiment me chercher puis ça devient personnel. Là, ça devient un grand drame pour moi alors que c'est un film d'horreur. Fait que maintenant, Poltergeist, c'est plus possible pour toi de le regarder. D'ailleurs, Poltergeist, je pense que c'est cette année ou l'année passée. J'ai revu encore le premier. Moi, j'aime beaucoup le 2, même si les effets sont très laids là, aujourd'hui. Mais j'adore le 2 à cause de Kane, le personnage avec le gros chapeau, le monsieur. Oui. Bref, je revois ça, puis là, je vois la famille Freelings. Puis moi, quand j'étais petit, c'était, pour moi, la famille là, des parents, c'était ces deux parents-là dans Poltergeist. Puis là, je vais voir pour le fun leur histoire. Je réalise qu'ils ont exactement l'âge de moi et ma blonde. Je suis comme, oh mon Dieu, je suis devenu les vieux parents de Poltergeist. Le gars, il n'a plus de cheveux, une bédaine. En tout cas, tu comprends, là, j'ai vraiment pogné de quoi l'année passée. Comme quand j'ai réalisé que j'avais l'âge de Jean-Paul Bello dans Les Dames de cœur. Oh mon Dieu. Ouais. Il y avait 39 ans comme moi, j'ai là. Et je fais, oh my God, je suis Jean-Paul Bello et je suis aussi le père dans Poltergeist. Fait que, ouf, ça fait mal. Pour finir l'émission, je veux faire un petit jeu avec toi. Oui. Si
pour rester dans l'esprit de Family Man, on va le faire à l'inverse. Si tu n'avais jamais rencontré ta blonde, si tu avais décidé de prioriser ta carrière, tu penses que tu serais où maintenant? Hey, c'est une maudite bonne question. Parce qu'on s'est tellement apporté l'un l'autre professionnellement, parce qu'on s'est poussé beaucoup, puis on s'est forcé à faire telle affaire. Fait que je pense pas que je serais aussi. Je pense que je travaillerais dans une petite boîte, mais je serais plus dans l'ombre. Je pense pas que j'aurais. On dirait que ça m'a comme propulsé dans le bon sens. On s'est vraiment, on invente un show ensemble, mais on dirait qu'on se challenge beaucoup, on crée beaucoup de nos trucs ensemble, bien que souvent, même si c'est un de mes projets ou le contraire, on est beaucoup dans l'idéation avec l'autre. On va même dans les meetings quand c'est même pas notre show. Fait qu'on travaille beaucoup ensemble. Fait que je sais même pas où je serais. C'est une bonne question. Est-ce que j'aurais des enfants? Je sais pas. Ma blonde a dit toujours, tu serais avec une petite hipster du Myland dans un petit appartement. Mais ou une musicienne. Elle dit toujours ça, parce que j'aime les filles avec des guitares. Mais bref, ouais, mais c'est toujours notre running gag. Qui n'aime pas les filles avec des guitares? Bon, c'est... Ben oui, c'est ça. Bon, on se le demande souvent, justement, où on serait. C'est une bonne question. Mais je pense pas que j'aurais... Je sais pas, je pense que j'aurais fait ma petite affaire, mais ça aurait moins décollé. Je pense que j'aurais pas eu ma blonde qui est vraiment un moteur pour moi. Ouais. Sébastien, c'était un plaisir de t'avoir sur l'émission. Je suis tellement content. Plaisir partagé. Si jamais on veut te suivre sur les réseaux sociaux, on veut voir ce que tu fais ou on veut... Voir les films que je regarde, moi, je mets tout en ligne. Ben, quand je l'aime, souvent, c'est toujours mes films de soirée, mais il y a plein de monde qui m'écrit « Hey, merci! » Puis des fois, les gens m'envoient une suggestion parallèle. Non, c'est ça que j'aime, moi. Les réseaux sociaux me servent beaucoup à ça. Fait que je mets les films que je regarde ou mes trouvailles, souvent. Excellent. Sur ce, mon nom est Guillaume Saint-Cyr, en compagnie de Sébastien Diaz. On a Jasé de film.